En 1884, 4 hommes vont monter sur un bateau, mais seulement 3 vont en descendre. Est-ce qu'on peut tuer quelqu'un pour survivre? Vous êtes jamais posé la question? Parce que eux, si. Et spoiler, personne n'a aimé leur réponse. Tout commence au printemps 1884, quand un riche avocat achète un voilier en Angleterre. Le problème, c'est qu'il vit en Australie, à 24 000 km de là. Et comme Amazon ça n'existe pas encore, ce qu'il fait, c'est qu'il embauche 4 gars pour lui livrer le bateau jusque chez lui. Le capitaine de l'expédition sera Tom Dudley. C'est un marin expérimenté qui fait ça depuis l'enfance. Et clairement, lui, il a compris que c'était un piège. Parce qu'en voyant le bateau, son premier réflexe, c'est d'aller souscrire à une assurance vie. Edwin Stevens sera son second, et lui, il sort d'un désastre en mer. Alors, il accepte la mission juste parce que personne d'autre voulait l'embaucher. Edmund Brooks, le matelot, lui, c'est juste un pote du capitaine Dudley. Et enfin, Richard Parker. C'est un gosse de 17 ans, qui est orphelin, analphabète, et qui quitte l'Angleterre pour la première fois de sa vie. Donc en bref, c'est pas l'équipe de rêve. Mais pour les motiver, l'avocat va grassement les payer, en donnant notamment 200 livres au capitaine, ce qui représente à peu près 4 ans de salaire à l'époque, pour seulement 4 mois de traversée. Donc le 19 mai 1884, ils prennent la mer tous ensemble à bord de la Mignonnette. Le plan, c'est de longer l'Atlantique, contourner le cap de Bonne-Espérance au sud de l'Afrique, et remonter jusqu'en Australie. Ça représente un trajet de 24 000 km qu'ils vont devoir faire sur un bateau de 15 mètres de long, qui est en fait un ancien chéutier de pêche qui a été reconverti. Donc en gros, c'est un rafio, et il n'est pas du tout conçu pour traverser 2 océans. Mais malgré ça, au début le voyage se passe plutôt bien. Et puis le 5 juillet, alors qu'ils sont au beau milieu de l'Atlantique Sud, à 2600 km au nord-ouest du cap de Bonne-Espérance, c'est la fin de journée, la mer est relativement calme, et le capitaine décide de ralentir pour laisser dormir l'équipage. Alors il envoie Parker en bas pour préparer du thé, quand tout à coup, une vague défonce le pont. En 5 minutes, la Mignonnette coule. Parker court dans la cale chercher un tonneau d'eau douce qu'il jette à la mer. Brooks tranche les cordes qui retiennent le canot de sauvetage, et le capitaine, n'écoutant que son courage, plonge dans la cale déjà inondée et récupère 2 boîtes de conserve. En arrivant dans le canot, il est persuadé qu'il a trouvé de la viande. Mais en fait non, c'était juste des navets. Et si vous parle pas, ça ressemble à ça. Ah, et le tonneau d'eau douce je crois qu'il est toujours dans la mer, parce qu'ils ont jamais réussi à le remonter en fait. Donc voilà leur situation. Ils passent d'un bateau de 15 mètres à un canot de 4. Ça fait genre 1 mètre carré par personne. Et d'ailleurs, le canot est tellement mal foutu qu'ils l'ont troué en le mettant à l'eau, donc maintenant ils vont passer leur journée à écoper. Ils ont pas d'eau douce, 2 boîtes de navets, et en bonus, la première nuit, ils doivent même repousser un requin avec leurs rames. Ça a aucun sens cette histoire. On est le 6 juillet, et les voilà. 4 hommes, un canot de 4 mètres, et l'Atlantique Sud à perte de vue. En fait, ils sont tellement loin des routes maritimes habituelles, que croiser un bateau, ça relèverait du miracle. Et ça, le capitaine le sait. Alors, il installe une ancre de fortune pour diriger un peu le navire, et il met le cap vers les zones les plus fréquentées. Et en fait, c'est tout ce qu'ils peuvent faire. Les premiers jours, ils rationnent les navets. 2 boîtes pour 4 hommes, ça fait genre 150 calories par jour. En plus de ça, ils récupèrent un peu d'eau de pluie dans leur cap. Pas assez pour vivre, mais juste assez pour survivre quelques jours. Le 9 juillet, ils arrivent à capturer une tortue de mer, et ils vont faire un véritable festin de sashimi avec. Ils vont la hisser à bord, la manger entièrement et boire son sang. Et ça va les maintenir en vie quelques jours de plus. Le 13 juillet, ils commencent à boire leur urine. Un marin expérimenté sait qu'il faut jamais boire l'eau de mer parce que ça déshydrate encore plus. Et eux, ils le savent. Alors, boire son urine, c'est super malin. Bon, c'est dégueu, mais c'est malin quand même. Le 16, le capitaine Dudley évoque pour la première fois la coutume de la mer. La règle est simple. Si l'un d'entre eux meurt, les autres pourraient le manger. Mais en plus, si aucun ne meurt, ils peuvent tirer au sort pour en désigner un qui sera tué pour nourrir les autres. Brooks y refuse catégoriquement. Il part du principe qu'ils doivent tous vivre ou mourir ensemble. Quant à Stephens et le capitaine, eux, ils hésitent un peu. Le 20 juillet, Parker craque et boit de l'eau de mer. Alors il va délirer, tomber malade et même passer par-dessus le canot. C'est le capitaine Dudley qui va devoir le sauver. Mais après ça, il restera quand même malade et très faible pendant les jours qui suivent. Le 23 juillet, Dudley revient à la charge et il désigne directement Parker. Il n'a pas de femme, pas d'enfant, il n'a pas de famille qui dépende de lui, et en plus il est déjà mourant. Stephens, il va rapidement acquiescer, et Brooks, lui, il va juste se retourner et se couvrir les yeux. Le 25 juillet, Dudley s'approche de Parker qui gît au fond du canot, le visage enfoui dans ses bras, et il lui dit « Richard, ton heure est venue. » Le gamin, à moitié conscient, lève les yeux au ciel. « Quoi? Moi, capitaine ?» Dudley dit une prière. Stephens lui tient les jambes. Et ce qui suit, Dudley le fait avec une précision que peu de gens auraient. Il plante son canif dans la jugulaire de Parker et l'achève en quelques secondes. À partir de là, rien n'est perdu. Ils mettent son sang dans des boîtes de navets vides pour le boire plus tard, ils le découpent et dégustent le cœur et le foie en premier parce qu'ils savent que c'est ce qui se garde le moins longtemps. Ils le mangent évidemment cru parce qu'allumer un feu sur un canot de 4 mètres, c'est compliqué, mais même Brooks, qui avait refusé de participer à la mise à mort, il refusera pas une petite tranche. 4 jours plus tard, le 29 juillet, ils aperçoivent une voile à l'horizon. Et le bateau qui vient les sauver porte un pavillon allemand et s'appelle le Montezuma. Et si ça vous dit rien, c'est le nom d'un célèbre empereur aztèque qui est réputé pour faire des sacrifices humains et qui est aussi cannibale à ses heures perdues. Je dois vraiment rajouter une blague là-dessus, moi. Quand ils s'approchent, seul Brooks a encore assez de force pour monter à bord. Dudley et Stephens, eux, ils vont devoir être hissés.
Nos 3 survivants vont insister pour ramener la dépouille de Parker jusqu'en Angleterre. Et bizarrement, les Allemands acceptent. Et encore plus étrange, ils vont même les traiter avec beaucoup de respect et de bienveillance. Parce que pour des marins, c'est grave de tuer un compagnon, mais c'est acceptable si c'est pour survivre. Le 3 mâts qui les récupère les dépose à Falmouth en septembre 84. Aux douanes, les survivants sont interrogés, et là, Dudley raconte tout, en détail et avec beaucoup d'enthousiasme. Il irait même jusqu'à demander s'il peut garder son couteau en souvenir. Parce que pour lui, il a rien fait de mal. En fait, il a juste respecté la coutume de la mer. C'était pas un truc codifié, c'était pas un texte écrit, mais c'est quelque chose qui s'était fait des centaines de fois dans l'histoire. Donc lui, il était persuadé qu'il serait pas inquiété. Sauf qu'il y a un policier portuaire, le sergent Laverty, qui entend l'histoire, et il est horrifié. Il entend l'histoire d'un capitaine qui a bouffé un gosse, et ils ont trimballé le cadavre sur 10 000 km. Ça a aucun sens cette histoire. Donc il court voir le maire de Falmouth pour lui faire signer un mandat d'arrêt, et ça tombe super bien pour le gouvernement anglais. Parce que eux, ça fait des années qu'ils veulent fermer la porte à la coutume de la mer. Donc ils décident de poursuivre le capitaine et son second pour meurtre. Et ils prennent comme témoin à charge Brooks, leur pote qui était sur le canot et qui a bouffé un peu. Et là, le procès pose une question. Est-ce qu'on peut tuer quelqu'un qui allait mourir pour sauver des gens qui risquaient de mourir? Rien compris à ça, moi. L'opinion publique, il est massivement du côté des marins, et c'est des souscriptions publiques qui vont financer leur procès. D'ailleurs, même la famille de Parker, donc la famille de la victime, elle demande à ce qu'on les acquitte. Et en signe de pardon, le frère de Parker, Daniel, il va encore plus loin. En plein milieu du tribunal, il s'approche de Dudley et lui serre la main. Mais malgré ça, le tribunal va reconnaître Dudley et Stevens comme coupables de meurtre et ils vont être condamnés à mort. Sauf que tout ça, c'est du cinéma. Parce que le gouvernement, il sait déjà comment ça va se passer depuis le début. Eux, ils ont besoin d'un précédent juridique. Pour qu'on puisse dire, les gars, s'il vous plaît, arrêtez de faire ça. Mais ils n'ont pas du tout besoin d'un cadavre. Donc la reine Victoria, sous les conseils de son ministre, va commuer la peine en 6 mois de prison et pas un jour de plus. Il n'y aura pas d'exécution et le compromis est parfait. Ils purgent leur peine et seront libérés le 20 mai 1885, soit 1 an et 1 jour après avoir largué les amarres. Et après, Dudley il a encore vécu 16 ans après ça. Il a changé de pays, changé de vie et il a fini par mourir d'une épidémie de peste. Stephens, lui, il s'en remettra jamais et il va juste sombrer lentement dans la folie. Quant à Brooks, lui, il est juste reparti en mer comme si de rien n'était. Alors finalement, est-ce qu'on peut tuer quelqu'un pour survivre? Le tribunal a dit non, l'opinion publique a dit oui, et le gouvernement a dit 6 mois, et on n'en parle plus. 3 réponses différentes à une question, mais aucune qui soit vraiment satisfaisante. Parce que dans cette histoire, à aucun moment on les a pris pour des monstres. Que ce soit l'opinion publique qui a financé le procès, la famille de Parker qui a serré la main de Dudley, ou même le gouvernement qui les condamne à mort en sachant qu'on les pendra jamais. Alors, finalement c'est quoi un meurtre quand tout le monde comprend pourquoi vous l'avez commis? La loi, elle a sa réponse. Et vous en avez peut-être une aussi. Mais tout ce que je sais, c'est que moi, sur ce canot, après 20 jours de dérive, je sais ce que j'aurais fait.